شكرا. السلام عليكم. نشكر يعني المركز يعني بهذه الاستضافه، يعني يعطينا هذه الفرصه حتى نقدم يعني بعض النبذات فقط من حول البحث في مجال العلوم الاجتماعيه والانسانيه والعلاقه مع المنظومه الاحصائيه. سنحاول على كل حال. Donc la présentation fait entrer de 40 planches. J'essaierai de vous limiter le temps imparti à cette conférence. Donc j'ai longtemps hésité, parce que ça me tenait à cœur un peu de parler de beaucoup de choses. Donc probablement que des détails que je laisserai au débat. Donc il y a la présentation à le point focal, où j'ai d'autres présentations éventuellement. Au cours des débats, il y a quand même Steve Salet sur des thématiques un peu particulières. Pour une meilleure compréhension de. Donc le Moudakhala, c'est toujours, je commence toujours par un peu d'histoire. Parce que pour qu'on comprenne le وضع اللي لحقنا ليه maintenant, à l'instant T, en 2016, pour qu'on comprenne la situation تاعنا et la relation qui existe entre la recherche en sciences sociales et le système national d'information, لازم نرجعوا comment les institutions se sont constituées كيفاش الامور يعني عبر يعني ازمنه معينه وعبر يعني اتجاهات معينه كيفاش الامور تطورت في عبر يعني تقريبا 50 سنه بعد الاستقلال. Donc après j'aborderai un diagnostic des deux côtés, parce qu'عندنا شويه يعني محورين، قضية البحث العلمي وقضية المنظومة الإحصائية. Donc, quand je parle de diagnostic, c'est un peu sur les deux. Et les recommandations, c'est plus sur l'interrogation qui devrait exister. Donc, la recommandation, c'est que ma chouille a conseillé quand un universitaire, je ne sais pas si c'est son rôle de. Et après, avec des points d'interrogation. Donc je pense que là c'est vraiment important qu'on le sache, que بعد الاستقلال, il y avait, probablement que vous connaissez, donc je ne sais pas, ça dépend les plus jeunes et les moins jeunes, donc il y avait une association algérienne de recherche démographique, économique et sociale qui a existé. Et هذه الجمعيه هذه في الحقيقه كانت تابعه لجهاز التخطيط، دونك elle était sous la tutelle du secrétariat d'État. Mais avant, elle a elle-même, l'ARDES, en fait, elle est l'héritière d'une association de recherche sur le développement économique et social qui a existé à Belistéphane. Donc avant l'indépendance, il y avait une association, et cette association, en fait, اللي كان زعمها, c'est un des grands sociologues français, c'était Bourdieu. Et donc ils ont fait des, donc c'était à l'occasion donc il était à Alger, donc il a travaillé beaucoup avec la délégation de la statistique, et il y avait la première enquête de consommation de 59, il était avec eux. Même on verra que beaucoup de sociologues algériens, en fait, étaient influencés par l'école bourdésienne. Okay. Donc il faut savoir que donc l'ARDES, en fait, donc je parlais de l'ARDES, on parle du système national d'information dans sa globalité, du fonctionnement. Donc là, je vais vous montrer un peu quelles sont les thématiques qui ont été
travailler au niveau de l'ARDES. Donc on est bien ici dans une association, donc on est bien dans la recherche en sciences sociales, il y a l'ISM Ala Musamma, donc Association algérienne de recherche donc démographique, économique et sociale. Donc déjà ici sciences sociales, bon, pratiquement il touche 3 domaines des sciences sociales. Et cette association, qui était sous la tutelle du plan, en fait, elle a travaillé sur 3 thématiques essentielles de l'époque. C'était la consommation, parce que c'était l'istiqlal, donc les problèmes de pauvreté, etc. Donc, et c'est eux qui ont fait la première grande enquête sur la consommation, c'était l'ARDES qui l'a fait ça. Donc vous voyez déjà, au départ, il y avait une relation, donc une association de recherche, donc en sciences sociales, qui elle-même a fait, et quand je dis, et ça c'est une enquête nationale, c'est pas une enquête conçue à un niveau local. Là. Donc ils ont fait la première enquête. La post-indépendance a été faite par l'ARDES, c'est une enquête sur la consommation. Mais ben, vous allez voir, il y a énormément de travaux qui ont été faits par des universitaires, donc, parce que l'ARDES, c'était la rue Hamadi, ex-Charas, donc, qui a une courbe min al-Jamia. Donc, très vite, beaucoup de sociologues ont travaillé avec l'ARDES. Et l'un des premiers directeurs de l'ARDES, c'était un statisticien. C'est Mohamed Boukhobza, qui a fait lui-même une thèse de sociologie avec Bourdieu. Il a fait une thèse en les années 75, il a fait sur la société agro-pastorale, etc. Donc vous voyez, c'était un statisticien qui a été formé à Rabat, qui était directeur d'une association, d'une institution qui faisait de la recherche, et qui a lui-même fait une thèse en sociologie. Et donc beaucoup de sociologues de l'époque ont travaillé au niveau de l'ARDES, Djilali Ahmou, Mohamed Khilladi, Ali Kenz, etc. Donc, c'était la pépinière. Donc, il y avait le corps, physiquement, le centre se situait à quelques mètres de l'université d'Alger. Et donc, il y avait. On profitait de ça, donc il y a beaucoup de tests, par exemple sur l'aspect nutrition, consommation, le traitement de cette enquête, je n'ai pas vu les enquêtes qui déroulent par l'ONS plus tard, n'ont pas été exploitées comme a été exploitée cette enquête. Il y a des pavés, des volumes, plusieurs volumes, avec une analyse très détaillée sur la nutrition, sur la consommation, à partir, qui sont faits au niveau de l'ARDES. Donc, il y avait cette thématique. Donc, déjà, le choix des thématiques, c'était des choix de société, c'était des choix liés à la problématique de l'heure. Donc, il y avait donc il y avait les problèmes de consommation. Donc avec les problèmes de revenus, de pauvreté, d'alimentation, etc., de malnutrition, etc., qui ont été donc avec un détail au niveau d'analyse et des études globales. Par exemple, au niveau on trouve des études économétriques très, c'était pas seulement de la sociologie, mais aussi beaucoup d'économétrie, en particulier à partir de l'enquête de consommation. Il y avait l'aspect démographique, donc les problèmes de population, donc déjà très tôt on était confronté aux problèmes de politique de population, etc. Donc, et vous voyez le lien qui existe, c'est pour ça que j'ai dit c'est important de connaître l'histoire. L'enquête, il y a eu une seule enquête à passage répété qui a été faite par l'Algérie, jusqu'à présent, hein. C'était l'enquête de 69-70. C'était sur la population, enquête donc à passage. Ça a été fait par la statistique, par l'institution chargée de la statistique de l'époque, le CNES, le Commissariat national des enquêtes et le recensement des enquêtes statistiques. Mais toute l'analyse a été faite par l'ARDES. Donc vous voyez toute l'analyse, donc vous voyez j'ai ici les documents de l'époque qui ont fait scanner.
toutes les analyses à partir de cette enquête ont été faites par la thèse. Ou allège. Tout simplement parce que là, du point de vue institutionnel, il dépendait de la même tutelle. Là, la thèse dépendait du plan. Le CNRS dépendait du plan. Donc, et à l'époque, il y a eu un partage du travail, c'est-à-dire l'aspect recherche en sciences sociales, recherche approfondie, c'était la thèse. Et les enquêtes de type routinier, des indices, etc., qu'on produisait régulièrement, c'était le CNRS et donc il y a eu un partage implicite qui ne dit pas son nom, mais il y a un partage, on s'est partagé le travail entre ces deux institutions, mais les choses fonctionnaient. Et là, on voit par exemple que l'ARDES a pu faire des enquêtes, y compris sur. Ils ont fait une enquête en France. En 80, à la fin de l'ARDES, ils ont fait même une enquête sur la population algérienne sur l'immigration. Et parce qu'à l'époque, il y avait le problème de l'exode rural, donc ils se sont intéressés aux problématiques de l'heure, donc avec beaucoup de. Avec quand même des. Donc la première enquête sur la contraception, c'est aussi l'ARDES. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'époque. Et la troisième thématique, c'était les problèmes de développement. Donc on a tout ce qui est consommation, etc., tout ce qui est population et tout ce qui est développement. Et là aussi, vous voyez que les thèses de Elkens sur le Hadjar, la thèse de Lebs Rahmoud sur le secteur privé, etc., en fait, provenaient du travail parce que c'est des gens qui ont transité par la thèse, qui se sont terminés par des thèses. Ils se sont terminés par des thèses, donc on voit, bon, c'était la situation de l'époque, il y avait très peu d'encadrement, etc. Donc il y avait une mutualisation des moyens entre la recherche scientifique, entre l'université, les sciences sociales et la statistique. Donc, ça c'est ce deal en fait va se terminer dans les années 80. Dans les années 80, et tout le problème peut-être va commencer à cette époque-là. Donc là, j'ai dit, les années 80, il y a des changements systémiques. C'est-à-dire qu'on était une période vraiment transitoire, tout a changé. À l'époque, vous avez. Donc, l'ARDES va être dissous. Bon, va être suivi par l'INEA, qui va devenir CNEA. Donc là, même le CNEA, au départ, il dépendait de la tutelle du plan, il passe à l'intérieur. La Direction générale des statistiques de la comptabilité nationale va disparaître, les années 80. Donc le ministère lui-même va disparaître. Et donc tous ces changements qu'il y a eu les années 80, en fait, ont déstabilisé ce deal-là. Donc les choses vont changer fondamentalement dans les années 80, c'est-à-dire que il y a une période de flottement. Même l'ONS, qui a été créé à la fin de 82, l'ONS lui-même a connu 3 organigrammes. Au départ, il y avait une direction études et méthodes. La direction études et méthodes, il y avait 2 départements. Un département études sociales et enquêtes spécialisées. Donc ça veut dire qu'il y avait l'idée de faire des enquêtes particulières, etc., en dehors des enquêtes de routiniers, et qu'il y avait que la statistique était chargée, était censée faire des études. Ce qui n'est plus le cas avec ONS2, ONS1. Et il y avait un autre département, donc études économiques et analyse spatiale. Et pour couronner le tout, il y a l'ITPEA, qui était aussi sous la tutelle du plan, c'est-à-dire là où on formait les statisticiens, là où on formait donc les futurs cadres du système, ne va au milieu des années 80
il va être remplacé par l'INPS, planification et statistique, nommé par l'École nationale supérieure de la statistique et l'économie appliquée, et qui ne sera plus sous la tutelle du plan. Au départ, on formait des gens par rapport à des besoins, par rapport à... Donc il y avait une cohérence globale du système. Maintenant, le système, il n'y avait plus de solidarité, donc ça s'est autonomisé. Chaque institution s'est autonomisée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, et il n'y a pas une institution qui allait coordonner le tout. Donc on allait continuer, on allait former ceux qui forment, ils forment, alors que au départ, ceux qui formaient au niveau de l'ITPEA, c'était des cadres du plan. C'était donc, on savait quels sont les besoins, etc. Donc on formait les gens par rapport à ces besoins. Et donc je dis, les années, c'est là où il y avait des choses allaient changer fondamentalement, allaient changer ce que j'appelais changement systémique. Et donc, pour revenir, donc ça j'étais un peu au niveau de l'histoire. Maintenant, pour qu'on comprenne un peu, donc là je vais faire le diagnostic. Là, la partie système national d'information et je passerai à la recherche scientifique. Donc le système national qui est centré autour de l'ONS, qui n'a pas été toujours l'ONS, n'a pas été créé fin 1982, mais il y avait le CNLP, le Commissariat national de recensement de la population, qui est devenu le Commissariat national de recensement et enquête statistique. Et très vite, en fait, le système a été formaté pour répondre à des besoins de la comptabilité nationale. Mais le système statistique, c'est-à-dire, a été conçu dès le départ, c'est-à-dire qu'il y a une prégnance de la dimension économiciste, la développementiste de l'époque, c'est-à-dire qu'on a privilégié l'approche de la comptabilité nationale vers même on s'est permis le luxe de faire un système de compte économique algérien, c'est-à-dire qui n'a pas d'équivalent partout dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a le système de compte des Nations Unies qui était dans les pays capitalistes, il y a le système de produits matériels dans les pays de l'Est, et l'Algérie s'est permis de travailler sur un concept algéro-algérien qui n'a pas survécu. Hein. Donc on est revenu en 93, etc., on est revenu au système des Nations Unies qui est maintenant devenu universel. Mais en fait, ça nous a fait perdre un peu de temps parce qu'il fallait refaire la rétropolation, reprendre tous les comptes avec les nouveaux concepts, etc. Donc, à l'époque, le système, c'est-à-dire, on a privilégié cette dimension comptabilité nationale aux autres dimensions. Voilà. Et même les enquêtes de type social, par exemple les enquêtes déjà, il n'y avait plus d'enquête, c'était beaucoup plus une enquête emploi, qu'on voulait annuelle, une enquête consommation une fois tous les 10 ans, mais c'est plus pour l'indice des prix à la consommation, et surtout les enquêtes sur l'industrie, donc pour produire des indicateurs. C'est pour produire des indicateurs avec toutes les limites qu'on connaît aux indicateurs. Même sur l'aspect social, c'était plus les indicateurs, les key indicators of labor market, c'est-à-dire les indicateurs clés du marché du travail. Les aspects démographiques, c'était plus les indicateurs de la croissance, de la natalité, mais il n'y a pas d'études. L'enquête de 86 sur la fécondité, en fait, elle a été faite par le CNIAP et non pas par l'INS. Et les enquêtes de type épidémiologique, c'était beaucoup plus l'INSP ou le ministère de la Santé qui les faisait et non pas
qui dépendent eux-mêmes, enfin, qui font partie du système, mais avec beaucoup moins de coordination et qui ne sont pas régulières, hein, donc qui ne sont pas régulières et qui souvent ne font pas partie des grands travaux statistiques tels que programmés par le système. Donc elles se faisaient par à-coup, hein, donc quand on avait des financements, quand il y avait une sollicitation extérieure, quand il y avait avec les institutions internationales. Donc là, globalement, on est sur des sources qui sont disponibles. Donc c'est les fameux recensements, donc on est à 5 recensements. Les recensements sur l'agriculture, il n'y en a pas eu des masses, il y a eu les années 70, les années 2000, et celui qu'on devait faire incessamment, apparemment ne se fait pas. Le recensement économique, il y a eu un seul en 2011. Un seul en 2011. Et même les résultats, il y a un document qui est sorti uniquement. Pour le recensement, par exemple, de l'agriculture, vous allez trouver celui qui a été fait dans les années 70, des travaux beaucoup plus sophistiqués qui ont été faits, par exemple, par Autrey sur la nutrition, etc., dans les années 70, qui n'ont jamais été faits après. Okay. C'est pas de la nostalgie, hein, donc je parle de loi. Et les enquêtes en sondage qui m'ont rendu compte, c'est la consommation une fois tous les 10 ans, et souvent les périodes, les fréquences ne sont pas respectées, les enquêtes encore une fois tous les annuelles, mais les enquêtes démographie en fait, il n'y en a plus eu qui mettent à 70. Il y a eu des enquêtes, mais avec un financement, par exemple à l'UNICEF. Je pense avec la Liga, l'EASM de 92, pas de femmes en 2002, mais c'est des financements plus. Donc, ce n'est pas des enquêtes qui étaient programmées. La même chose pour les enquêtes sur la santé, les fameuses mix 1, 2, 3 et 4, c'est des financements de l'UNICEF qui n'étaient pas programmés initialement par le système lui-même. Alors que, bon, on se rend compte maintenant qu'il y a quand même des problèmes. Et par contre, là aussi, on reste l'inertie du système. On a continué à fonctionner, par exemple, tout ce qui est économique, à travailler sur le secteur public. Alors que là, il y a eu un changement systémique dans les années 80. Et le système statistique ne s'est pas adapté. C'est-à-dire qu'on continue, la routine fait qu'on continue à produire sur le système public, par exemple, tous les indices des prix à la production industrielle, de la production industrielle, c'est essentiellement le public national qui est enquêté. Et donc, alors qu'en termes de valeur ajoutée, le gros maintenant c'est le secteur privé qui n'est pas du tout enquêté. Pour des raisons, certains subjectifs, d'autres objectifs, le problème de réponse, etc. Et le gros problème que nous avons, c'est au niveau des données administratives qui ne coûtent rien, parce que les données administratives, comparativement à un recensement, à des enquêtes, qui coûtent extrêmement cher, les données administratives ne sont pas censées coûter puisqu'elles existent. Et là, elles sont pratiquement pas utilisées. Je pense aux caisses de sécurité sociale, CNAS, CASLANS, CNL, etc. Elles ne sont pas utilisées du tout. L'état civil, les enquêtes que faisait, bon, il y a maintenant, avec l'informatisation, on va espérer que les choses vont s'améliorer, mais toujours est-il que ça ne permet pas de faire des analyses. Le fait d'avoir, par exemple, à partir des bordereaux numériques mensuels, par exemple, les BLM de l'OMS, ça ne permet pas, ça vous permet de situer la situation, mais ça ne donne pas de valeur explicative, c'est-à-dire vous avez des chiffres et vous êtes incapable d'expliquer le pourquoi du comment. Donc ce n'est pas du tout suffisant.
Et bon, qui mène les fichiers clients, je pense à Sénégaz, je pense à qu'il y a quand même un fichier historique de tous les consommateurs qui sont sous-utilisés ou pas du tout utilisés, alors que ça pourrait constituer la même chose pour sur le logement, un peu la même chose sur les données de l'Agence nationale de l'emploi, de l'ANSES, la CNAC, la NED, etc., qui ne sont pas du tout utilisés pour qu'ils soient utiles à la recherche en sciences sociales. Hein, donc moi je compare par rapport à la situation, parce que historiquement, les chercheurs avaient accès, bien qu'à l'époque c'était la grosse informatique, donc on travaillait avec des informaticiens, on demandait des tableaux à des informaticiens, mais il y avait un dialogue qui permettait aux chercheurs d'avoir l'information dont il a besoin pour faire ces choses. Alors que maintenant, normalement, c'est plus facile, hein, si on met à la disposition, c'est beaucoup plus facile. Et donc là, pour qu'on comprenne un peu la situation, il faut qu'on sache, peut-être, bon, je ne m'attarderai pas un peu sur le fonctionnement détaillé mais toujours est-il que le diagnostic, c'est un diagnostic de type institutionnel, c'est-à-dire de voir quel est le problème qui se pose, parce qu'il y a un problème d'interrelation entre les différents organismes, comme on a dit, le fait qu'il y ait des tutelles, plusieurs tutelles, etc., ça pose des problèmes de coordination. Il y a l'aspect programmatique, c'est-à-dire au niveau des grands tableaux statistiques, qui décide de quoi? Qui décide de faire tel type d'enquête ou de faire. C'est-à-dire quand, jusqu'à présent, on continue, c'est la routine, on continue à faire exactement la même chose de ce qu'on a toujours fait. Une enquête annuelle, une enquête décennale, une enquête CADA, une enquête approfondie, une enquête CADA. Et qui doit décider que telle thématique maintenant est intéressante, qu'il y a des changements, qu'il faudrait qu'on analyse, etc. Donc là, il y a des problèmes qui sont liés à l'institutionnel, des problèmes méthodologiques qui sont le fait que pratiquement toutes nos enquêtes sont de type en coupe instantanée. C'est-à-dire, alors que du point de vue de ce qui se passe de par le monde, il y a des enquêtes de suivi, des enquêtes de type longitudinal, des enquêtes multimodales, etc. Nous, on reste dans les enquêtes en face à face, sur des enquêtes par voie postale, des enquêtes en coupe instantanée. Par exemple, lorsqu'on travaille sur l'insertion, les enquêtes qu'on fait sur l'insertion, c'est pas du tout uniquement à un moment donné, c'est-à-dire que vous suivez quelqu'un sortant du système de formation professionnelle ou de l'université, 9 mois après, 3 ans après, 5 ans après, on n'a pas ce type d'enquête. Il y a eu des tentatives au niveau du CRF, mais ça n'a pas été concluant parce que. Donc on reste, il n'y a pas de recherche méthodologique, il n'y a pas, disons, de tahdith, المناهج المستعملة بالنسبة للإحصاء, alors que maintenant, techniquement, et en continuant face à face, alors qu'il y a l'internet, il y a le téléphone, il y a plein des enquêtes multimodales, on peut utiliser d'autres techniques qui ont un impact sur le coût, qui peuvent diminuer les coûts, etc. Mais on reste toujours sur les mêmes approches. Même on est revenu en arrière. Il y a eu quand même une enquête à 3 passages qu'on est incapable de reproduire. Même en termes de taille d'échantillon, l'enquête de l'époque était sur. On n'a pas, depuis 70, à Bruxelles, il n'y a eu aucune enquête avec la même taille d'échantillon que celle réalisée en 70. Oui, mais donc il y a quand même des questions à se poser sur comment les choses fonctionnent. Les problèmes de normalisation, parce que c'est toujours la quantification, en fait, elle renvoie à deux choses. Quand on dit quantifier, en fait, il y a l'aspect de mesure, mais quand la mesure, il y a l'aspect conceptuel. On mesure quoi?
Quand on parle il faut définir c'est quoi un chômeur, c'est quoi un actif, c'est quoi. Donc il y a l'aspect de conceptualisation et au bas la technique de la mesure, comment on va mesurer ce qu'on veut analyser, le phénomène qu'on veut. Opérationnel. Et pour les ressources humaines, je passerai parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de bonne enquête sans bon enquêteur. Et jusqu'à présent, on n'a pas donné de l'importance à l'aspect il n'y a pas un corps d'enquêteurs, c'est-à-dire dans les statuts de la fonction publique, il n'y a pas. On travaille avec des vacataires. Donc on ne peut pas espérer avoir il n'y a pas un corps. Alors que l'âge moyen des enquêteurs, par exemple à l'INSEE, là au Japon, c'est 50 ans. L'âge moyen des enquêteurs, c'est 19. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissent le travail, qui savent faire parler les gens. Moi, oui, parce que c'est pas des étudiants. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des professionnels. L'âge moyen, c'est 50 ans. Et à qui on peut faire confiance, etc. Qui savent parler aux gens, qui savent faire parler aux gens. Donc, d'ailleurs, on n'est pas du tout dans ces cas de figure. Et donc, les éléments de diagnostic, je tiens comme ça, globalement. Donc, il y a l'utilité, la pertinence, les coûts et les délais, l'intégrité, fiabilité, précision, la robustesse de la méthodologie et l'accessibilité. Donc, je vais détailler tout le monde. Quand on dit l'utilité et la pertinence, c'est de dire ce que nous allons produire comme indicateur. Ça sert à quoi? Qui les a demandés, hein? Donc, alors que, par exemple, le gros de la production, il se fait sur fonds public. Donc, normalement, on a un droit de regard sur ce qui est produit, puisque c'est fait sur fonds public. Ce n'est pas des instituts privés, c'est sur fonds public. Donc, et là, il y a quand même des utilisateurs, il y a des décideurs de politique économique et sociale, mais aussi les chercheurs qui ont. Mais comment faire en sorte, qu'on sache qui fait remonter la demande des chercheurs? Qui l'a fait remonter? Donc là, il faut retenir ça pour le diagnostic, pour les recommandations. Comment faire remonter la demande des chercheurs pour que le système prenne en charge cette demande et la demande des citoyens de façon des citoyens de CDG. Donc, et sur les thématiques et sur les formats exploitables. C'est-à-dire que parce que vous donnez un document en PDF pour le chercheur, c'est pas utile. Mais, à la limite, tu me donnes des données sous format Excel pour que je puisse faire mes propres calculs. Et encore mieux si j'ai accès directement à l'information en microdonnées. Les coûts et les délais, donc là, il y a quand même, ça coûte extrêmement cher. Et cela dépend de la méthode utilisée. Hein. Donc pourquoi rester au niveau du face-à-face qui nous coûte extrêmement cher, sachant que nous sommes un pays quand même de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Donc là, il y a quand même une réflexion sur comment minimiser ces coûts, parce que si on arrive à minimiser les coûts, on peut multiplier les enquêtes, multiplier les thématiques. Mais si on reste sur des coûts exorbitants, on va rester à une enquête c'est simple. L'ONS vous dira que je ne peux pas faire plus d'une enquête par an. Et ils refusent parfois de faire des enquêtes quand ils sont sollicités parce que je peux pas. Je suis incapable de prendre en charge la même année plusieurs enquêtes. Alors que techniquement, il y a possibilité donc surtout avec l'internet, etc. Et plus la fréquence de production, de dire tel indicateur, est-ce que c'est ponctuel ou là, il faut qu'il y ait un suivi trimestriel, semestriel, annuel, biannuel, quadriannuel, etc. Quelle est la fréquence? Par exemple, quand on parle des enquêtes sur les valeurs, c'est par exemple le flip européen, c'est une fois tous les 10 ans, mais on l'a fait une fois tous les 10 ans, on fait ce type de. Personne ne pense à ce type d'enquête parce que
on ne voit pas l'utilité, on ne voit pas le lien qui existe entre développement et valeur, etc. Peut-être que les chercheurs ont leur mot à dire. Sur les aspects d'intégrité, fiabilité et précision, j'ai regroupé plusieurs choses, parce que ce qui est reproché au système, c'est que le chiffre du chômage n'est pas bon, le chiffre de cadre n'est pas bon, etc., etc. Donc là, effectivement, il faudrait qu'il y ait des évaluations indépendantes pour dire est-ce que les chiffres qui sont produits, est-ce que les méthodologies qui sont produites, qui sont utilisées, etc., permettent, quel est le niveau de fiabilité, quel est le niveau de précision. Donc il faut ce qu'on appelle la métadonnée. Hein? Il ne suffit pas de publier un chiffre, de dire que le taux de chômage c'est 10 ou 11%, mais de dire la métadonnée, comment il a été calculé, sur quel échantillon, quelle est la marge d'erreur, etc. Okay? Ce qu'on appelle la métadonnée. Sinon, vous publiez des données sans métadonnée, je ne sais pas, c'est quoi un chômage? Hein? Est-ce que c'est la déclaration spontanée? Que ce que j'appelle méthodologie robuste, c'est le problème de la stabilité dans les méthodologies. Est-ce que parce que là aussi, c'est-à-dire lorsqu'on veut faire on construit des séries temporelles pour voir les choses, comment elles ont évolué sur le long terme, il faut faire en sorte qu'on compare du comparable. Mais si, par exemple, je prends le cas, la définition de l'armature urbaine, hein, que fait après chaque recensement. Est-ce qu'on est sûr que l'urbain, tel qu'il a été défini en 1966, c'est le même urbain qui a été défini en 2008? Sinon, lorsque je parle de d'évolution du taux d'urbanisation, est-ce que je parle voilà, est-ce que c'est comparable dans le temps par rapport à d'autres pays? Est-ce que l'urbain qui est défini en Algérie, c'est le même urbain qui est défini en Tunisie, ou au Maroc, ou en Europe, ou en Asie? Donc là, il y a quand même des choses à... Donc, quelles sont les méthodologies que nous utilisons? Quels sont les concepts, les définitions? Est-ce qu'on est dans des concepts internationaux? Est-ce que c'est des concepts internationaux qui sont adaptés? Ou là, c'est des concepts algéro-algériens, donc qui sont mouchkablin, les muqarana? Donc, il faut se poser ce type de questions. Je sais, par exemple, puisque j'ai parlé de l'urbain, ce n'est pas évident que quand vous comparez les données algériennes et tunisiennes, on parle de la même chose. Okay. Par rapport aux chercheurs, c'est le problème de l'accessibilité. C'est la disponibilité donc, de toutes ces enquêtes, donc, qui coûtent les yeux de la terre, un recensement ça coûte des milliards, et comment faire en sorte que ces données soient disponibles et dans quel délai que ces informations sont disponibles. Parce que si vous voulez faire des études conjoncturelles, mais que vous avez des informations 2 ans ou 3 ans après, le coût est pas efficace. Donc là, c'est important de... je prends le cas d'un recensement. Un recensement, les données, c'est 2 ans après. C'est 2 ans après. Et même parfois, certaines données, il faut 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, quel vous êtes à okay? Donc, c'est problématique. Par exemple, là, il y a quand même du point de vue de la méthodologie. Hein, par exemple, ce qui se passe, par exemple, en France, ils sont passés du recensement classique, qu'on fait une fois tous les 10 ans, à le recensement annuel, en utilisant des techniques de sondage. C'est-à-dire que chaque année, en fait, c'est un échantillon tournant, mais qui permet de produire de l'information à un niveau très désagrégé chaque année. Ils sont passés, donc il y avait toute une méthodologie qui a été développée pour produire régulièrement de l'information à un niveau très qui, même au moins, ils avaient. Maintenant, je passe à. Je passe à la recherche scientifique. Donc, on a adapté le système. Là, je passe à la recherche scientifique.
Je vais vous présenter un travail que j'avais fait au niveau, lorsqu'on avait fait le bilan à l'EPNR, mais c'est plus sur l'économie parce que j'ai été chargé un peu de faire le bilan par l'EPNR 27. Donc, actuellement, les derniers chiffres de la DGRSDT, donc la Direction Générale de la Recherche et du Développement Technologique, il y a 1431 labos. Il y a 1431 labos. En moyenne, il y a une vingtaine de chercheurs par labo. Et vous voyez que 27% de ces labos, c'est les sciences humaines et sociales. Okay. Donc, c'est-à-dire que le nombre de chercheurs au niveau de la recherche scientifique est beaucoup plus important que l'encadrement du système national d'information en statistique. C'est-à-dire que le potentiel humain est au niveau de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a quand même un potentiel dormant. Un potentiel dormant donc vous faites le calcul pour trouver à peu près le nombre de chercheurs qu'il y a en sciences économiques et sociales qui ne demandent qu'à... donc là j'ai détaillé voilà la répartition des grandes disciplines. Donc l'économie, le gros c'est l'économie, bon, la psychosociaux et on va de droit, sciences po, etc. Donc il y a d'autres disciplines que je n'ai pas fait apparaître. J'ai fait apparaître les principales disciplines, puisque sciences humaines et sociales c'est très large. Mais là, ce qui nous intéresse c'est globalement économie, sociologie, éventuellement sciences politiques. Mais le gros, donc là aussi on voit qu'il y a quand même un potentiel d'augment énorme au niveau de l'université, qui est sans commune mesure du potentiel chercheur, je crois que dans les années 60 et 70, qui ont fait des travaux au niveau qui étaient inadoués à la. Donc, alors que là, c'est des centaines de chercheurs qui sont disponibles au niveau national. Et là, je vais vous dire un peu ce qui a été fait en économie, PNR économie de Kherhada, le fameux économie PNR 27. Donc là, il y a eu 258 projets qui ont été présentés en PNR 27, dont pratiquement la moitié ont été rejetés. Et on voit que le gros des projets n'avait pas de partenaire. C'est-à-dire que là, on pose des problèmes institutionnels de coordination. Le gros des projets, c'est-à-dire qu'on travaillait en vase clos. Voilà. Et même sur ceux qui ont dit qu'ils allaient avoir un partenaire, en fait, au finish, le partenaire n'a pas joué le jeu, n'est pas allé jusqu'au bout, etc. Et quand je vois ce partenariat, on voit que le gros du partenariat est un partenariat local. Et quand je vois par exemple les thèses qui se font, des gens de Bjaya, ils font le développement, cas de la wilaya de Bjaya. Le développement du tourisme, etc., cas de la wilaya de Msila. Le cas de la commune de Hassibonif. Ok. Donc, et donc ça pose le problème de la représentativité. Ça pose tout le problème de ce qu'on est en train de faire. Et c'est-à-dire qu'il y a même le problème, si on a lancé dès le départ, et il n'y a même pas de benchmarking, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que peut-être sur la wilaya on ferait des études comparatives. C'est ce qu'on avait proposé. C'est pas le cas. C'est-à-dire, c'est-à-dire chacun, ça pose. Donc vous voyez, c'est très dispersé. C'est très dispersé déjà comme partenaire, même en termes de thématiques. Vous voyez, c'est à la mode, tu vois. Là, par exemple, la PME, parce que tout le monde parle de la PME, mais en fait, il y a que la PME. Il enquête une PME Tadoua. C'est-à-dire, tous les projets, en fait, il a travaillé sur une entreprise. Parce qu'il y a Ben Amou, il y a Ben Khadja, c'est comme ça. Donc,
c'est pour ça que ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. Et donc là, je peux vous citer un peu, enfin, on a fait le décompte totalement. Par exemple, bon, il y a eu 28 projets sur le management, mais qui ça reste au niveau d'une entreprise. Hein. Donc il parle de GRH dans une entreprise, il parle de qualité dans une entreprise. Donc vous voyez un peu le système d'information dans une entreprise. Donc ça c'est les projets du PNR 27 en économie. Et il y a très peu de macroéconomistes, par exemple l'économie internationale, il y a des 14 projets, et les gens qui travaillent sur l'international, ils utilisent les bases de données internationales. T'as la Banque mondiale, t'as l'OCDE, etc., ils n'utilisent pas les données. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille sur macro, il y avait 17 et très peu de, par exemple, développement local. Par exemple, les gens qui ont travaillé sur finance, monnaie, banque, assurance, etc., beaucoup n'ont pas travaillé avec les données de la Banque centrale là, parce que donc on ne faisait pas ce qu'il fallait. Donc là, on a découpé un peu l'ensemble des. Voilà, c'était aussi à la mode le tourisme, etc. Mais ça reste, c'était du niveau local. La thématique sur l'emploi. Mais les gens qui ont travaillé sur l'emploi n'ont pas du tout travaillé sur les données nationales. Donc vous voyez, ça veut dire qu'on est très dispersé, et donc c'est pour ça qu'on n'est pas efficace. Et les budgets prévisionnels, pourquoi j'ai mis ça? C'est-à-dire, en fait, les PNR, ils n'ont pas eu cette. Mais les projets, lorsque les gens ont soumissionné, c'est le budget médian, c'était 3,5 millions de dinars. Donc, l'idée, c'est de dire que ce qu'on a proposé à l'époque à la direction générale de. Donc, si tout ce pactole, si on était d'accord, tout cet argent, on le mutualisait sur quelques thématiques et que on mettrait à disposition de l'ensemble des chercheurs, peut-être ce serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus productif, plutôt que de travailler sur chacun dans un vase clos, etc. Mais là, il y a les problèmes de coordination. Parce que on est sur deux tutelles différentes. Donc il y a le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et les autres tutelles du SNIS. Comment faire en sorte. En fait, normalement, il y a quand même un cadre légal, c'est le Conseil national de la statistique, mais en fait, il est en veilleuse depuis des années, il ne fonctionne pas. Il y a quelques représentants de l'université. Il y avait des Linda à l'époque, ne fonctionne plus. Mais il y avait le directeur du département de statistique d'Obzoa, mais de toute façon, le CNS ne fonctionne plus depuis des années. Donc, la conclusion, qui nous cadre bien. Donc, ce que fait la recherche scientifique et ce que fait le SNIS. Donc, il y a plusieurs les conclusions, c'est la conclusion de recommandation, c'est de revoir un peu l'organisation du tout. C'est de dire, il y a aussi le problème de la mise à niveau, par exemple les méthodologies qui sont utilisées sont problématiques, n'ont pas évolué, etc. Le renforcement des capacités, par exemple, la couverture territoriale, c'est-à-dire le SNIS a une mauvaise couverture territoriale comparativement aux universités. Les universités ont une meilleure couverture territoriale que l'OMS n'a que 4 directions régionales, alors que Jamiat, elles sont sur 47 wilayas. Donc, on a quand même un potentiel qui n'est pas utilisé, et ça permettrait de. Et surtout du point de vue analytique, c'est-à-dire quand on voit l'investissement qui est fait par le SNIS, et il y a très peu de publications. Parce que la capacité au niveau du SNIS elle est faible comparativement
Alors que une meilleure coordination aurait permis d'analyser plus en détail les peu de données qui sont produites auraient pu être analysées de façon beaucoup plus approfondie et permettrait même peut-être d'améliorer les méthodologies qui sont suivies. Donc là, j'ai dit comment faire en sorte qu'il y ait un dialogue entre les chercheurs et les producteurs de l'information. Déjà à l'époque, quand on analyse les données d'enquête par questionnaire, en fait, elles ont leurs limites. Et souvent, le statisticien se rend compte qu'à un certain moment, il y a des corrélations statistiques, il y a des relations statistiques entre valeurs. Mais le lien de causalité, est-ce qu'il y a ça nécessite quand même de faire du qualité. Et donc là, l'idée, c'est comment. Et ça se fait par exemple entre la coordination entre l'INSEE et l'INED, par exemple les enquêtes famille, etc. À partir des enquêtes quantitatives, concevoir, c'est-à-dire de faire votre analyse statistique, de faire ressortir des profils, des segments de population, des segments d'entreprise, etc. Mais ben, tu tires un échantillon pour aller faire des enquêtes de type approfondi, de type qualitatif, pour comprendre les phénomènes, les corrélations statistiques que tu as trouvées, pour voir si il y a de la causalité. Est-ce que faire de la sociologie compréhensive, c'est-à-dire essayer de comprendre les phénomènes et de ne pas, parce que là aussi, on peut trouver des corrélations, mais de là à dire qu'il y a de cause à effet, il n'y a pas que le statisticien honnête ne le fait pas. Okay. Donc là, c'est. Par exemple, là, depuis des années que nous travaillons sur des enquêtes, on a toujours montré que, par exemple, les hauts plateaux Est, il y avait pratiquement tous les indicateurs qui étaient au rouge. Il faut aller voir en profondeur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi, dans cette région particulière, dans ces territoires particuliers, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ces territoires particuliers? Pourquoi on observe ces choses-là? La statistique, très qu'un indicateur. Le taux de scolarisation dans telle commune, il est de tant de pourcents. Il est extrêmement bas, etc. En dehors de. Moi, je te dis, voilà, ici, il faut aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Moi, je ne peux pas. Ni le recensement, ni les enquêtes ne permettent de t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Vas-y. Voilà, demande. Voilà. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait ce dialogue et où ce dialogue. Donc, les thématiques qu'on pourrait analyser, donc il y a les aspects de méthodologie, les axes qu'on pourrait développer avec les aspects méthodologiques qu'on a à tous les niveaux. Donc, revoir nos méthodologies. Est-ce qu'elles sont adaptées par exemple, la TECOM, sur l'activité féminine. On n'arrive pas à expliquer le faible taux d'activité en Algérie. Bon. On pensait qu'il allait augmenter, etc. Mais depuis pratiquement, il y a une stagnation qui n'est pas forte. Est-ce que c'est la technique de mesure qui pose problème? Même l'enquête emploi du temps n'a pas permis de corriger ce problème. Là, il faudrait qu'il y ait une enquête pour qu'on comprenne. Même l'enquête budgétaire n'a pas donné de résultats. Parce qu'elle ne s'est pas faite dans les règles de l'art, elle s'est faite pendant une période particulière, etc. Le travail des enfants est invisible en Algérie. Alors qu'on a fait une enquête pour montrer qu'il est visible à l'œil. Mais il faut la statistique, les enquêtes, alors qu'il est visible à l'œil. Là, il faut interroger les concepts que nous utilisons. Pourquoi qu'est-ce qui se passe? Okay. Là, il y a des choses à voir de près. La même chose que les nomenclatures, etc. Il y a l'analyse des données approfondies, donc de faire ce qu'on appelle maintenant la sociométrie, donc
des études quantitatives en sociologie, la sociologie économique, la sociologie de la famille, etc., où on n'a pas de véritable école. L'économétrie, on fait. Moi, j'ai vu, je suis dans des jurys de thèse. Les gens font des enquêtes sur 100 individus, 100 entreprises, etc. C'est pas ça, c'est pas avec ça qu'on va faire des économies. La même chose quand je parle de démométrie, de démographie. Donc là, il y a quand même des analyses à faire. On est incapable de dire de quoi sont malades les Algériens. On est incapable de dire de quoi meurent les Algériens. Donc, il y a quand même des choses. Mais Diafra, par exemple, on dit qu'il y a des associations le diabète, etc. Et bonsoir. Premièrement, on n'est pas sûr du chiffre, déjà l'estimation. Fait si c'est réellement le cas, quels sont les raisons? Est-ce qu'il n'y a pas il faut la sonnette d'alarme? Est-ce que ce n'est pas la recherche justement d'aller voir de plus près pourquoi la prévalence est aussi importante comparativement à d'autres pays? Il faut qu'on voit de plus près. On continue par exemple à s'intéresser à la malnutrition chez les enfants et on oublie par exemple l'obésité. Alors que la dernière enquête a montré que l'obésité chez l'enfant est plus importante que la malnutrition, qui est en fait aussi une autre forme de malnutrition. Donc là, il faut se poser des questions sur et là, je dis qu'il faut peut-être élaborer des cadres analytiques globaux, c'est-à-dire de ne pas rester sur cette vision sur une thématique, sur des coupes instantanées, etc. Il nous faudrait des cadres globaux d'analyse. Par exemple, je parle des choses que je connais, par exemple, sur la macroéconomie, on n'a pas de modèle macroéconomique en Algérie. On travaille comme pas l'inflation, le chômage, la valeur ajoutée, etc. Mais on n'a pas un cadre pour dire quel est le lien entre ces différentes variables, comment ça fonctionne, etc. À travers des maquettes, à travers des modèles de macroéconomique. On n'a pas de compte satellite. Le compte de la santé, le compte du logement, le compte de l'agriculture, le compte de la protection sociale. On n'a pas ça. Pour savoir, comme on parle, par exemple, le secteur du bâtiment, quel est l'impact sur les autres. Il faut un cadre global. La même chose. On n'a pas de compte satellite sur la santé, on n'a pas de compte régional. On n'a pas d'équilibre régional, etc. Mais il n'y a pas de compte régional. Ça se fait dans d'autres pays. On n'utilise pas les modèles de simulation. Par exemple, on voulait savoir les subventions. Quel serait l'impact si vous connaissez les subventions? C'est pas bien là. Quand même, il faut quand même des cadres. Donc ça, c'est des thématiques à développer. Bon, je prends des exemples. On a fait comme un exemple peut-être plus proche de vous. Je parlerai par exemple de la nouvelle croissance démographique. On a observé ces 2 dernières années, il y a plus de 1 million de naissances. C'est un record absolu. Donc, la nouvelle dynamique démographique. Est-ce que c'est l'ISF, c'est l'indice synthétique de fécondité qui a changé, qui a augmenté, ou là c'est un effet structurel, c'est-à-dire parce qu'il y a plus d'âge de femmes en vie, ou là est-ce que c'est l'effet initialité? Est-ce qu'on est capable de. Donc là, ça il me faut, alors que cette question on l'a posée, mais il me faut d'aller chercher, de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Et en plus, lorsqu'on travaille par exemple sur la fécondité, par rapport à une moyenne nationale, en fait, on a des wilayas, mais l'ISF est inférieur à 2,1, c'est inférieur au 7. Et on a certains wilayas qui sont encore à 7. Et très vite, les années 2000, c'est qu'on a fait des projections de population sur un ISF de 2,1 à l'horizon 2010. Alors qu'actuellement, on est à 3. Dans des projections sur 2,1 parce que la cache, c'est-à-dire qu'on prend des chiffres et on les fait évoluer comme des c'est la montre, je ne sais pas comment. Et à aucun moment on a essayé de comprendre cette tendance, qu'est-ce qui
qu'est-ce qui fait que cette tendance, est-ce qu'elle va s'infléchir, est-ce qu'elle va continuer, etc. Alors que, on a fait des projections sur 2,1, en 2016, on est à plus de 3. On est à plus de 3. Donc ça veut dire qu'on a tout fait. Qu'on a tout faux. Donc là, il faut se poser une question. C'est-à-dire, quand tu mets de l'argent sur un recensement, tu mets des milliards, mais tu es incapable de répondre à ce type de questions, il y a quand même. Il y a problème. Il y a problème. Qu'est-ce qui je mets. Allez, finalement, le recensement, il sert à quoi? Il sert à quoi? Oui. Donc là, on a fait des projets. Et donc maintenant, au niveau international, aussi, il faut quand même. On a ce qu'on appelle, on est passé des OMD aux objectifs de développement durable. Il y a 17 domaines au niveau international qu'on devrait investiguer sur l'horizon 2030. Il faudrait que les chercheurs, que le système se positionne. La pauvreté, la nutrition, la santé, l'éducation, le genre, l'eau, l'énergie, l'économie, la diversification, l'infrastructure, l'industrie, les inégalités, les villes, les productions durables, climat, mer, ressources halieutiques, écosystème, justice, partenariat. Donc là, il y a, bon, j'ai mis les le détail, vous pouvez le trouver, c'est des questionnements précis. Donc là, il faudrait que les chercheurs se positionnent. Parce que ça, c'est une demande internationale. Et l'Algérie a signé. Donc on est censé, sur l'horizon, sur toute la maintenant, 2030, à produire annuellement des indicateurs, à produire du sens, à produire des rapports sur toutes ces thématiques. Ce n'est pas le système qui est capable de le faire maintenant. Donc il faudrait que le potentiel chercheur dormant, qui quand même c'est plusieurs milliers de chercheurs en sciences sociales, puisse, par rapport à ces thématiques, à se positionner et à se confronter, parce qu'on sera jugé par rapport à d'autres pays, comment les progrès que nous faisons, etc., etc. Donc vous voyez, maintenant on va jusqu'au problème de, par exemple, est-ce que vous connaissez des études sur le système carcéral en Algérie? D'ailleurs, j'ai posé une question, on devait recruter un cadre qui est travaillé au ministère de la Justice, il est venu, il voulait être recruté en là. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'on connaît sur la population carcérale? Connaissez quoi la population carcérale? Oui, c'est quoi? Voilà, donc il y a des questions. Par exemple, il y a une enquête sur le handicap qui aurait dû être fait déjà, ça fait 2 ans, jusqu'à présent, on patine, alors que nous dirons pas de problème etc. Il faudrait qu'on arrive à produire qu'est-ce qui se passe. De la connaissance, exactement. Sur cette catégorie. Et donc là, pour le il y a quand même un dialogue, c'est-à-dire la production terre. On doit viser au moins 3 publics. Il y a le politique, parce que c'est à travers le politique qu'on peut avoir le financement. Donc, de sensibiliser sur la priorisation des thématiques. De dire, voilà, ou on veut travailler sur telle thématique, donc tu sensibilises pour avoir le financement. Il y a le dialogue avec les pairs, pour dire que nous produisons de la connaissance, donc qu'on arrive à publier au niveau international, à communiquer, etc. Et le grand public, c'est-à-dire que, puisque le gros de la recherche, c'est le financement public, donc il faut qu'il y ait quand même une énorme information vis-à-vis de ce contribuable. Alors voilà, à quoi il sert, etc. Donc on publie, on fait, on n'oublie pas le grand, parce que certains, ils sont publiés, et ils s'en foutent, est-ce que le public, alors que tu es financé, on n'est pas des organismes privés, on est quand même le public. Et après, donc on a fait le diagnostic, voilà ce que je propose, qu'il y ait un atelier avec les SNIS et les labos de recherche,
Qui sont les producteurs et qui sont les analystes, qu'on les mette. يجتمعوا هما اختار في حياتهم يشوفوا كيما قال في ياقر تاعهم et d'adopter un programme de recherche en monétaire et comment le mettre en œuvre, c'est-à-dire quels sont les moyens, comment mutualiser, mais il faut qu'il y ait cet atelier. Donc, puisqu'on a les prochains PNL, donc moi je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourrait donner la priorité. Donc, mais que ce soit dans un cadre légal, mais je par exemple, j'ai accès à l'information, tu n'as pas accès à l'information. Que ce soit que l'ADG de la recherche peut mettre à disposition des bases de données accessibles par des mots de passe, par des etc. Avec un cahier de charge, etc. Et chacun puisse travailler dans son centre, qu'il y ait un cadre institutionnel, où tout le monde est protégé, le chercheur est protégé, les bases de données sont protégées, qu'il y ait un cadre opérationnel qu'on ne travaille pas, voilà, et je vous remercie de plus, bon, il faut piloter, évaluer, etc. شكرا لكم على كل حال.